Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief à ce jour. Alors, comment qualifier ce dimanche 4 mai 2025? Pour ma part, un réveil très tôt à Bordeaux, suivi de 4 heures de bagnole, alors que j'avais dormi justement à peine 3-4 heures. Un long trajet interminable en traversant Niort, les Deux-Sèvres, bref, c'était super long. Tout ça pour être à l'heure pour l'affiche de cette 32e journée de Ligue 1. Le grand derby, attendu dans le monde entier, on en parlait notamment en Espagne, en Angleterre, voilà, ça avait fait tous les grands titres. Nantes-Angers, un match voilà, que tout le monde attendait. Moi le premier, en me rendant au stade de la Beaujoire, 32 000 spectateurs, je me suis dit, je vais me régaler et mon équipe va assurer son maintien. Ça va être la fête à la Beaujoire, il va y avoir envahissement de terrain, il va y avoir des tifos, il va y avoir des fumigènes, ça va être la fête, on va tous s'éclater. On a perdu 1-0, sans trop de surprise évidemment. Pourquoi? Parce que ce FC Nantes là, est incapable de battre une équipe de son niveau, ou du moins une équipe plus faible qu'elle. C'était le cas d'Angers à mes yeux, je pense sans trop m'avancer, dire que Angers à mes yeux est une équipe plus faible que le FC Nantes. Alors je sais que je vais avoir plein de gens, de supporters, il répond à chaud, il dit n'importe quoi, machin. Objectivement, je pense que l'effectif d'Angers, pour m'être rendu au stade Raymond Kopa d'Angers et les avoir vus face à Reims en Coupe de France, c'est une équipe qui a moins de qualité que ce FC Nantes là. Mais elle a fait du combo et ball, à savoir qu'elle a joué défensif. C'était à Nantes de faire le jeu puisque les Canaries étaient à domicile. Et à chaque fois que les Canaries essayent de faire le jeu, ou essayent du moins de faire des semblants d'attaque placée, on pourrait jouer pendant des heures et des heures, il n'y a rien qui passerait. Parce qu'on suit les mêmes stéréotypes, les mêmes schémas de jeu en quelque sorte. À savoir que peu importe la situation, quand on veut attaquer, on donne la balle à Simon et il centre et on espère un cafouillage pour essayer de marquer. Voilà toute la stratégie offensive de ce FC Nantes 2024-2025. Alors pour vous résumer un petit peu la rencontre, j'étais agréablement surpris par la première mi-temps. Alors déjà une composition qui m'a plu sur le papier. J'ai bien aimé l'idée de voir Fabien Santonze déjà aligné. Alors j'aurais peut-être préféré le voir sur le couloir droit. Là il était aligné sur le couloir gauche à la place de Nicolas Cozza. Vous me connaissez, je suis pas le plus fervent défenseur de Nicolas Cozza, donc je me suis pas plaint de le voir débuter sur le banc. J'ai vu Louis Leroux titulaire à la place du coup de Douglas Augusto qui était suspendu pour cette rencontre. Et puis le trio offensif, Ablin, Simon, Mohamed qui est clairement en panne depuis au moins 2 mois maintenant je pense. Et voilà, on espère le voir se relancer petit à petit. Pour l'instant il n'y a toujours rien dans la machine. Bon, en tout cas, sur le papier, cette compo, je me suis dit, assez intéressant. Chirivella, Le Penant, défense Zézé, Castelletto, Amiens sur le couloir droit, et puis Anthony Lopez dans les buts. Et puis, je vois des schémas de passe assez intéressants, notamment dans leur sortie de balle. Alors, Angers, en début de match, était assez loin des Nantais. Il leur laissait un peu trop de liberté pour trouver les côtés facilement. Après, ils ont juste un petit peu plus fermé en avançant de 5 mètres aux alentours de la 25e minute de jeu. Nantes venait, il me semble, de toucher le poteau suite à un coup franc de Moses Simon qui était retombé. Enfin bref, c'était une situation un peu bizarre. Il y a eu un poteau pour Nantes, mais globalement, c'était assez kiff-kiff. Et à partir de la 30e minute, Nantes va passer en mode FC Nantes 2024-2025. C'est-à-dire que le FC Nantes n'aura plus envie de gagner comme l'émulsion qu'ils ont à chaque fois les 10 premières minutes de chaque match. Vous regardez les 10 premières minutes de tous les matchs de Nantes, on se dit ça y est, c'est aujourd'hui, ils vont le faire, c'est maintenant, ils vont gagner. Et bien à partir de la 25e, 30e minute de jeu, ils ne vont plus avoir envie de gagner, ils vont avoir peur de perdre. Et c'est là où à mes yeux il y a à peu près tout qui se joue. C'est là que ce FC Nantes là perd vraiment la main. C'est là que ce FC Nantes joue mal, c'est là que ce FC Nantes commence à faire des erreurs, et à force d'avoir peur de perdre, tu finis par perdre, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors, sans me jeter des fleurs, je m'en doutais un petit peu que ce FC Nantes allait se faire contrer et allait prendre un but en contre-attaque. En fait, c'est comme si la seule question du match, c'était ça va arriver quand, et surtout, est-ce qu'après le FC Nantes va réagir? On les a vus réagir face au PSG après avoir concédé l'ouverture du score, ce qui est quand même assez rare de voir Nantes égaliser dans un match. Je me suis dit alors, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que le SCO va marquer en contre-attaque? Première frayeur avec Abdelli en première mi-temps. La deuxième sera la bonne pour le SCO, but de Alevina à la 54e sur une succession d'erreurs individuelles côté nantais. Et donc, de la 30e à la 90 plus 6, tout le stade a découvert, pas vraiment découvert, mais a vu son équipe ne proposer plus rien, que ce soit dans les sorties de balles, à tel point que tout le stade, 30 000 spectateurs, se sont levés pour applaudir et chanter en même temps « On se fait chier ». Oui, tout le stade a chanté ça, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ça a été entonné dans un premier temps par la tribune noire, puis tout le stade les a suivis parce qu'on se faisait vraiment chier. Moi j'ai vraiment gâché mon dimanche, encore une fois, en regardant ce FC Nantes là à 15 h face à
un SCO d'Angers qui, franchement, c'est pas une bonne équipe du tout. Ils ont plutôt bien exploité le peu de situations qu'ils ont eu, mais en gros, ils ont eu 2 occasions à tout casser sur le match. Le reste du temps, ils se sont contentés de défendre comme Toulouse, hein. Ça se voit qu'ils ont regardé ce qu'a fait Toulouse la semaine dernière à 10 contre 11 face au FC Nantes. Ils ont défendu exactement comme le TFC la semaine dernière, à savoir tu laisses un peu le FC Nantes aller sur les côtés, puis tu les isoles, et il se passe en général jamais rien. La preuve, on a eu quasiment aucune situation en seconde mi-temps. Une frappe de Chirivella et de Koza tout au plus repoussée sans trop de difficultés par Yaya Fofana. Et puis après, les Angevins, comme Toulouse la semaine dernière, ont compris que en Ligue 1, il y avait un petit glitch, il y a un petit truc qui peut permettre voilà, de réussir à faire des choses pas mal, c'est de gagner du temps de façon excessive, à savoir tu te fous par terre pendant 15 minutes, 20 minutes, comme Toulouse a fait. À chaque fois qu'il y a une occasion pendant, tu te mets par terre, ça coupe le rythme, etc. Et au final, dans le temps additionnel, tu retrouves jamais ces minutes-là. Là, il y avait 6 minutes de temps additionnel. Mais si seulement on appliquait ce qui avait été fait lors de la Coupe du Monde au Qatar et qu'on comptait réellement toutes les minutes où ça joue pas et que, enfin, on n'ait pas peur de dire, bah là, il va y avoir 16 minutes de temps additionnel. Oui, 16 minutes de temps additionnel. Vous ne rêvez pas. Ah bah oui, bah on a compté. C'est tout le temps que vous êtes resté par terre et que vous avez gagné du temps. Bah à force de faire ça, bah tu te rendras rapidement compte que les joueurs qui sont par terre, ils ont pas réellement mal et qu'ils vont beaucoup plus vite se relever en sachant que tous les temps seront comptés. Bref, c'était mon petit coup de gueule. C'était déjà le cas face à Toulouse. Ça devient quand même assez pénible de voir ce phénomène se dérouler sur les plus de Ligue 1. Alors le FC Nantes le fait régulièrement, notamment quand ils sont devant au score, ils se mettent par terre, ils gagnent du temps. Mais là, Toulouse et Angers, je trouve qu'on a franchi un cap d'un point de vue dans l'excès. C'est-à-dire que là, on en est sur des temps, ouais, quasiment 15-20 minutes, quoi. Ce que j'ai quand même rarement vu en Ligue 1. Ça fait pas une très bonne pub pour notre championnat, alors qu'actuellement on parle beaucoup des droits télé. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, revenons au match. Je suis en train un petit peu de me perdre parce que ça a frustré tout le stade et ça m'a frustré en particulier de voir ça. Parce que t'es là, tu veux juste que ton équipe gagne le match. Tu veux juste que enfin elle en termine avec ce calvaire cette saison. Et encore une fois, le FC Nantes joue les prolongations à nous faire peur toujours, tous les ans. Je suis même pas sûr en fait qu'on gagne contre Montpellier en fin de saison, le dernier match. Pourtant, Montpellier, ils sont au fond du trou, ils sont déjà en Ligue 2, mais ils sont capables, sur une contre-attaque, de nous mettre 1-0, 2-0, on n'en parle plus, fin de rideau, et l'année prochaine, on joue contre Rodez. Bon, tout ça est possible. J'ai plein de sentiments qui se mélangent, parce que vu du stade, c'est vrai qu'il y a eu un sentiment un peu de tragique, quoi, de dramatique qui se rajoutait à tout ça. Mais on s'est vraiment ennuyé pendant 2 heures de jeu. Le match s'est jamais vraiment enflammé, on n'y a jamais vraiment cru. Il y a beaucoup de joueurs qui tirent vraiment la langue en cette fin de saison. J'en parlerai tout à l'heure, mais notre meilleur joueur, un certain ailier nigérian, je trouve, a complètement relâché cette saison depuis déjà 1 voire 2 mois, globalement même depuis son retour de sélection. Bref, il y a plusieurs choses qui ne vont plus trop dans ce FC Nantes-là. Les individualités ne sont plus vraiment au diapason comme ce fut le cas, et donc bah on a devant nous un collectif qui en est à son vrai niveau finalement, parce que la plupart des joueurs de cet effectif n'ont pas le niveau Ligue 1, comme au Havre, comme dans plein d'équipes finalement. Il y a même Saint-Etienne, je voyais leur match hier, ils ont beaucoup de joueurs niveau Ligue 2 Saint-Etienne. Bah, je pense qu'à Nantes aussi, il faut qu'on accepte ça. Maintenant, si Nantes arrivait à avoir un mini-matelas et arrivait finalement à choper plus de points face au gros que ce que font leurs concurrents, c'est grâce à des individualités fortes. Je l'ai dit suffisamment, Douglas Augusto, Moses Simon, Mathis Ablin, bref. Mais quand ces gars-là ne se mettent plus au diapason réellement et terminent la saison un petit peu plus en difficulté, là en plus de ça, il manquait Douglas Augusto, qui est certainement notre meilleur joueur ces dernières semaines, et ben là on a vraiment, je crois, eu un match plat, quoi. On s'est vraiment ennuyé comme pas possible, et donc Angers est venu célébrer son maintien grâce à cette victoire. Alors on les a vus avec un immense scope, on est en Ligue 1 en train de chanter, alors que nous, on se rendait compte qu'en fait nous on n'est pas encore tout à fait en Ligue 1, on était plus en Ligue 1 avant le match qu'après la rencontre. Défaite du coup 1-0 face au SCO d'Angers. Donc encore une fois, si on tire un bilan sur l'aller-retour, on prend 1 point sur 6 face au SCO. Super, on est vraiment satisfait. On a pris plus de points face au PSG, mais tout va bien. Face au Havre, on en a pris 0 sur 6. Face à Saint-Etienne, on en a pris 2 sur 6, alors que les 2 matchs, on doit être en mesure de les gagner. Face à Reims, on en a pris que 3, alors qu'au match aller, encore une fois, on peut éviter cette défaite. Bref, la liste est très longue. Bon, on verra ce que ça va donner face à Montpellier. C'est peut-être la seule équipe qui peut nous sourire dans le bas de tableau. Finalement, je vais finir par croire que j'aurais préféré avoir une fin de calendrier en se tapant des équipes comme Lyon, Lille ou Nice, qui nous réussissent plutôt bien finalement. On aurait peut-être eu plus de chances de réussir à proposer quelque chose.
On en arrive toujours au même constat, ça sert à rien de me répéter à chaque fois. Quand Nantes joue un gros avec un bloc bas, Nantes exploite bien ses contre-attaques et parvient à faire des résultats. Quand Nantes doit faire le jeu, cette équipe est incapable de marquer sur attaque placée. Elle a systématiquement besoin de conclure ses actions par un centre et espérer un cafouillage. Sauf que ça n'arrive jamais parce que la qualité des centres sont pas bons, la qualité des receveurs dans leur jeu de tête en général c'est pas bon. Encore une fois, Mostafa Mohamed nous a livré une rencontre d'une bien piètre qualité, mais c'est pas le seul, rassurez-vous, parce que j'en viens à mes tops et mes flops, vous êtes habitués. Alors exceptionnellement, je vais pas citer 3 tops parce que je n'arriverai pas à en sortir 3. Néanmoins, dans les 25 bonnes premières minutes, j'ai bien aimé ce qu'a fait Louis Leroux. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Son jeu technique, je trouve qu'il est plutôt serein. J'ai également plutôt bien aimé Nathan Zézé en première mi-temps et j'ai bien aimé l'entrée de Francis Coquelin. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revu. Le peu de minutes qu'il a disputé avec ce FC Nantes là, on l'a vu. Techniquement, il est au-dessus du lot, il propose des choses, il est très serein. Bref, Coquelin, s'il était à 100%, il serait titulaire indiscutable dans ce milieu qui, aujourd'hui, est vraiment un problème au FC Nantes entre Chirivella, qui, on le sent agacé, on le sent en fin de cycle, on le sent qu'il est frustré envers lui-même, envers ses coéquipiers. On sent que c'est une fin assez tragique pour Pedro Chirivella. Et puis Joël Le Penant, qui encore une fois... Ah bah lui, à Noël, il s'est mis sous le sapin avec sa famille, mais il est jamais revenu, c'est-à-dire que depuis janvier, il ne fait strictement plus rien. Cette deuxième partie de saison, elle est vraiment catastrophique. Il fait des bornes un peu à la Moutoussamy sans jamais récupérer le ballon. Il déséquilibre sans cesse l'effectif nantais et le bloc que tente de mettre en place Antoine Comboiré. Je dis bien tente, parce que, encore une fois, je maintiens que le coach fait partie des principales raisons de ce qu'on voit aujourd'hui à la Beaujoire et de ce que ces 32 000 spectateurs ont assisté comme spectacle aujourd'hui. Donc bon, voilà pour mes tops. L'entrée de Coquelin, Leroux, Zézé en première mi-temps. Globalement, et Leroux et Zézé ont été moins bons en deuxième. Alors, j'en arrive à mes flops. Alors là, je pourrais sortir une liste immense, à savoir quasiment tous les autres joueurs. Mais bon, on va essayer de cibler un peu. Globalement, Moses Simon, pour moi, c'est le premier flop de cette rencontre. Le jeu nantais, on le sait, passe systématiquement par lui. Ça, c'est un gros problème, mais n'empêche que à Nantes, quand automatiquement, c'est un réflexe pour tous les joueurs, on écarte sur Simon, il percute, il centre. Il a réussi aucun centre aujourd'hui. Il a raté un nombre incalculable de corners. On le sent moins en jambes. Il a même, en deuxième mi-temps, il a même perdu beaucoup de ballons face à Carlen Sarkus, qui, excusez-moi, n'est vraiment pas le meilleur latéral droit de Ligue 1. Et pourtant, aujourd'hui, il s'en est plutôt bien sorti face à Moses Simon. Et puis, bon, bah, voilà, quoi. Si on tire vraiment un premier bilan de Moses Simon, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un Simon étincelant avec le FC Nantes? Sans parler de ses stats, parce qu'il a fait une passe D pour Douglas Augusto face à Nice, mais pourtant je l'avais déjà mis parmi mes flops, parce que j'avais trouvé qu'il aurait pu faire mieux, notamment quand Nantes était mené. Mais là, Simon, globalement, depuis le match face au Havre, voire même plutôt le match face à Lille, on n'a plus le Moses Simon qu'on a eu toute la saison et qui nous permet d'avoir autant de points qu'on a aujourd'hui, à savoir 32, sinon on serait comme Montpellier, hein, on aurait 12 points. Mais bon, ça n'empêche qu'aujourd'hui, Moses Simon n'est plus du tout au niveau. Alors je sais qu'il traîne une blessure. Quand je dis qu'il est plus du tout au niveau, il est plus du tout à son niveau, au niveau d'apport qu'il a. Je sais, Antoine Comboiré nous a dit qu'il s'entraînait très peu la semaine et qu'en fait ils essayaient de le préserver au maximum pour les matchs parce qu'il traîne une blessure et qu'il faut qu'il aille se faire opérer. Mais stop. Moi je pense que cette équipe a besoin de jouer sans Moses Simon. Cette équipe a besoin de verticalité, a besoin de jouer plus dans l'axe. J'ai envie de revoir par exemple Mathis Sabline sur le côté gauche comme l'année dernière où il avait étincelé à ce poste-là justement en remplaçant Moses Simon. J'ai envie de revoir un schéma comme ça. Redonner un petit peu de confiance à Mathis Sabline parce que dans tous les cas je pense que l'année prochaine tu devras essayer de construire sur Mathis Sabline parce que je pense que Moses Simon va partir et j'espère que les Canaries vont pas faire partir tous les joueurs qui ont un minimum de valeur. On verra, hein, c'est pas gagné. Donc bon, Moses Simon, c'est mon flop depuis déjà un peu plus d'un mois. Je suis quand même assez déçu de comment il finit la saison. Et je pense qu'il faudrait le laisser se reposer, qu'il aille se soigner. Et que, certes, il est essentiel pour le maintien. Mais là, pour l'instant, il nous coûte juste des points sur les 2 derniers matchs. Et voilà, je pense qu'on aurait limite plus de chance en mettant Ablin sur le côté gauche et en essayant de réajuster un système autour de lui sur les 2 derniers matchs qui nous restent cette saison. Deuxième flop, sans trop de surprise, Kelvin Amiens. Alors autant j'étais satisfait par l'apport offensif, notamment dans les 25 premières minutes de Fabien Santon sur le côté gauche, autant Kelvin Amiens aujourd'hui, vraiment offensivement il est très très limité. Kelvin Amiens c'est maximum une doublure en Ligue 1. Alors c'est un joueur qui fait très attention à lui, qui est vraiment plutôt affûté
athlétiquement, il défend bien. T'es content de l'avoir, notamment si tu le fais rentrer en fin de match pour sécuriser un peu le couloir droit. Mais alors, offensivement, alors le pauvre Matisse Ablin qui a essayé de combiner un peu avec lui, il s'est rapidement rendu compte que c'était une nouvelle fois pas possible. C'est très dur hein, pour lui, balle au pied, tu sens qu'il n'est pas ami avec le ballon et c'est réciproque. Donc bon, Kelvin Amiens, je vais le mettre parmi les flops pour son apport offensif qui a été hautement insuffisant. C'est évidemment aussi à cause de l'équipe qui a été incapable de se procurer des situations par d'autres biais, que ce soit un milieu créatif, alors là que nenni, ou même un attaquant de pointe qui parvient à se créer lui-même des occasions, alors là encore moins. Et puis du coup, le troisième flop, je pourrais mettre Ablin, je pourrais mettre Mostafa Mohamed, je vais mettre les deux parce que ça me fait plaisir. Pareil, ça fait combien de temps qu'on les a pas vus bons sous le maillot nantais, Mostafa Mohamed et Matisse Ablin. Mostafa Mohamed, certains diront qu'il a été bon face à Rennes parce qu'il a marqué sur un coup un peu de chance. Mais alors Ablin, ça fait combien de temps qu'on le voit, on voit ce Ablin là, très brouillon. Alors certes face au PSG, il fait la course qu'il faut pour permettre à Douglas Augusto d'égaliser, mais alors le Ablin qu'on a connu janvier, février, qui était vraiment très bon, qui marquait, c'était une machine à but. Moi je me souviens d'un match au stade, Nantes-Monaco, on a l'impression que Ablin c'était le cauchemar de tous les défenseurs Ligue 1. Et là il est... Kombouaré essaye de tenter des choses en le mettant sur le côté, en le mettant en pointe, bientôt on le verra en gardien de but. Je pense que Ablin se confronte à quelque chose, c'est qu'aujourd'hui en Ligue 1 il est beaucoup plus attendu. Et je pense qu'il se confronte aussi à un niveau technique qui ne cesse de baisser à Nantes. Des attentions, j'en parlais tout à l'heure, la peur de perdre, bref. Je pense qu'il se confronte aussi au fait qu'il doit vraiment faire beaucoup tout seul. Comme Simon fait beaucoup tout seul sur son côté quand il est bon. Offensif au FC Nantes, ça veut dire être capable de briller individuellement parce que collectivement, il y aura soit une passe ratée, soit un contrôle raté. Bref, ça finira toujours par s'écrouler à un moment ou un autre. Et je pense qu'il se confronte un peu à ça. Il a eu un peu son moment de gloire dans un moment où l'équipe était un peu plus tournée vers lui. Ça correspond aussi au moment où, rappelez-vous, Moses Simon avait manqué quelques matchs. Il avait pu se relancer, je pense notamment à son match face à Lille. Bref, bon. On voit un Ablin beaucoup plus emprunté. J'espère néanmoins que le salut viendra de sa part d'ici la fin de saison. Je le souhaite fortement. Et ça récompenserait quand même une première saison pleine en Ligue 1 qui reste quand même assez correcte. Je crois qu'il en est à 10 buts, toute compétition confondue tout de même. Donc bon, on verra bien. Donc voilà pour mes 3 flops. Sinon, Le Penant, catastrophique aujourd'hui j'ai trouvé. Chirivella, le pauvre, je trouve qu'il peut quasiment rien faire dans cette équipe parce qu'il est là en meneur de jeu, mais bon, il se passe rien, il n'y a pas de mouvement. Globalement, on lui dit, joue sur Simon, on sait faire que ça. Et au final, il essaie de faire un peu comme il peut. Les ressorties de balles, les intentions sont pas bonnes, on joue beaucoup trop sur Anthony Lopez alors qu'on doit jouer devant. L'entrée de Koza, alors il a fait une belle frappe qui a été sortie par Yaya Fofana, mais derrière, tu sens qu'il a ce tic de toujours jouer vers le mauvais côté, quoi. À un moment, il faudra lui dire, mec, tu te trompes de côté, le but est de l'autre côté. Bon voilà, Castelletto, sans trop de surprise, je trouve que quand il est là, mais il y a toujours un truc qui va pas. Genre, tu te sens pas serein, encore une fois sur le but, il essaye de s'avancer en se mettant à genoux, mais il devrait vraiment sauter dans les pieds de l'Angevin parce qu'il sait qu'il va armer une frappe. S'il s'avance un peu plus, je pense que Alevina est soit obligé de dribbler, soit il doit mettre une frappe complètement folle pour réussir à tromper Anthony Lopez. Là, c'est trop facile pour l'Angevin. Bon, Castelletto, ça n'a pas été le pire des Nantais, au contraire, hein, c'est peut-être bien parmi le top 5 des meilleurs Nantais alignés d'entrée par Antoine Kombouaré, mais voilà, je trouve quand même qu'on arrive à une fin de cycle, et ce match est un désaveu total pour Antoine Kombouaré. À un moment donné, il faut dire stop, il faut qu'il parte, il faut qu'il saute. C'est plus possible, il ne tient pas son vestiaire, il est content, il a ses 100 000 par mois, il a réussi à avoir son contrat de 2 ans en obtenant le maintien l'année dernière, mais ce n'est pas possible. Cette équipe mentalement est très faible, et ça, un coach le coach est incapable de résoudre les problèmes qu'on voit depuis septembre au FC Nantes. C'est-à-dire que ces problèmes-là, il n'a apporté aucune solution à tout ça, il a du mal à tenir certains membres de son vestiaire, et on le voit. Bon, moi je pense que c'est terminé, il n'y a aucune intention offensive, toute la Beaujoire désormais, toute la Beaujoire respecte l'homme, mais critique l'entraîneur qu'il est, et Antoine Kombouaré, finalement, il est juste en train de gâcher tout ce qu'il a fait de bien en tant qu'entraîneur au FC Nantes, et c'est vraiment dommage, quoi. Moi, demain, Antoine Kombouaré, il quitte le FC Nantes, j'ai aucune rancœur pour lui, j'ai même de l'admiration pour ce qu'il nous a fait vivre en Coupe d'Europe, en Coupe de France. Mais par contre, c'est trop, là. Là, il joue les prolongations et c'est terminé, quoi. Il faut on a besoin d'un projet, on a besoin de construire quelque chose. On a la chance d'avoir un des moteurs du club qui fonctionne bien. Je parle de la formation. Il faut qu'on s'appuie là-dessus. Il faut qu'on arrive à être enfin intelligent sur le mercato. Quand je parle du mercato, je parle pas forcément des achats, mais surtout aussi des ventes. Un club qui se porte bien, c'est aussi un club qui sait bien vendre. Au FC Nantes, c'est catastrophique. Bref.
J'espère que ça a bossé un petit peu en coulisses durant toute l'année pour réussir à se débarrasser de certains joueurs au mercato d'été et réussir surtout à enfin régénérer un cycle, renouveler cet effectif. On lui dit depuis 10 ans qu'il faut renouveler cet effectif, ça n'arrive jamais. Il faut renouveler cet effectif. Certains joueurs comme Moses Simon, je le pense, même s'il nous a fait une grosse saison, mais je pense qu'il doit partir pour repartir sur quelque chose de neuf, de plat. Bref, on a besoin d'un changement. Je suis parti un peu trop loin dans ce débrief parce que j'en avais gros sur la patate. Encore une fois, ce que j'ai vécu dans ce stade-là, la Beaujoire était magnifique. Et encore une fois, ils ont tout gâché. J'en ai marre parce que je le dis toutes les semaines. On a besoin de retrouver un petit peu de magie dans cette équipe. Ça manque de fantaisie. Mais bon, je me suis exprimé comme je le sentais, comme j'avais envie de le faire. Évidemment, dernier message positif. On va terminer sur une bonne note. J'espère qu'on va assurer ce maintien le plus tôt possible à Auxerre dès la semaine prochaine. J'en serais ravi. Voilà, qu'on en termine avec cette saison, qu'on mette un stop à tout ça, qu'on prenne les bonnes décisions très tôt, dès mai-juin, qu'on soit déjà un peu plus calé sur la saison prochaine et qu'on lance enfin quelque chose. À défaut d'avoir un nouveau repreneur, j'ai du mal à y croire, au moins qu'on arrive à relancer quelque chose de positif et que les supporters arrivent un minimum à s'identifier à cette équipe. Donc voilà, je voulais terminer sur cette note. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!